Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, c'est un nouvel épisode de l'émission, l'épisode numéro 47, vous le voyez, c'est marqué juste à côté de moi, j'espère que vous allez bien, on va revenir bien entendu sur ce qui s'est passé ce week-end avec le rallye de Finlande WRC, le GT World aussi qui a fait son étape à Manicourt chez nous dans la Nièvre, et puis bien sûr on parlera aussi de ce qui va se passer ce week-end avec le Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP. À mes côtés justement pour parler de tout cela, Mathieu Chambenois, Lucas Bartolomeo, bonjour messieurs. Bah écoute, bonjour Michael, j'espère que tout va bien pour tout le monde. C'est vrai que c'est une semaine un petit peu particulière, il y a un petit peu moins de choses, mais encore une fois, je te pose la même question que j'avais posée lors de la dernière émission à laquelle j'avais participé. Qui nous parle de Trévestival, car il n'y a pas de Trévestival ici même. Exactement. Lucas? Jamais le Trévestival, puisque c'est la reprise en MotoGP. Oui, c'est ça, j'allais dire jamais de Trévestival, sauf pour Lucas qui revient de la Trévestival du MotoGP du coup, pendant que la F1 part en Trévestival. Parlons donc du rallye de Finlande, remporté par Sami Pajari et Marco Salminen, mais messieurs, évidemment, l'image marquante de ce rallye de Finlande, eh bien ça reste Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, c'était le retour inattendu, Julien Ingrassia qui a remplacé Vincent Landais qui était absent pour des raisons personnelles. Tout s'est passé admirablement bien, il dominait même ce rallye jusqu'à la sortie dans l'avant-dernière spéciale le samedi, sortie à très 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 haute vitesse, et on a eu même bien peur, Mathieu, heureusement, ils vont bien, mais c'était quand même très choquant comme image. Bah, quand on voit la nature de la déclaration de Sébastien Ogier après le crash, en disant que l'essentiel est qu'il soit en un seul morceau et que les deux aillent bien, c'est vrai qu'on mesure à quel point certainement lui-même a craint pour son intégrité quelque part. On en parlait justement juste avant, il y a des chances que Sébastien Ogier n'ait jamais vécu un crash comme ça de sa carrière, pourtant une carrière immense dans laquelle il a connu énormément de scénarios, donc bien sûr l'essentiel est que ça aille voilà. Du côté de Toyota en tout cas, Auto Hebdo était très rapidement rassuré par l'intermédiaire de Pierre qui était en Finlande, et c'est vrai que oui, c'est l'image marquante parce que même si Pajari enchaîne, ça reste quand même, je pense qu'on retiendra de ce week-end le crash d'Ogier, même si en plus ça n'est pas le seul ce week-end. Ce que j'ai bien aimé dans sa déclaration, c'est aussi quand il remercie son équipe d'avoir construit une voiture aussi solide. Et je pense qu'au vu de l'importance du crash, ça vaut aussi la peine de souligner que la sécurité dans le sport auto évolue énormément. Oui, parce que Mathieu, c'était pas le seul accident, comme tu l'as dit. Elvin Evans qui s'est crashé aussi le samedi matin, qui lui a eu beaucoup de chance parce qu'il se crache à 2 virages de la fin de la spéciale. Il peut rallier l'arrivée avec l'aide notamment de son papa, qui était quand même exceptionnel, son père qui est sur un endroit dans les 4 premières spéciales, c'est l'endroit où Elvin Evans part en tonneau, et donc il a pu l'aider à repartir avec d'autres spectateurs. Et on a eu aussi l'accident de Martin Cesque avec la Ford, qui lui par contre l'a vraiment bien pulvérisé, oui. Et en 3-4 heures de temps, les mécaniciens ont réussi aussi à la remettre en état pour rouler le dimanche. Donc les mécaniciens ont fait beaucoup de travail ce week-end. Ouais, ça a été un week-end assez incroyable pour le rallye, comme tu l'as dit, Elfin qui a eu un peu de réussite, parce que finalement il perd pas tant de points au classement, il aurait pu faire une... Il fait 3ème du général. Il aurait pu faire une meilleure opération encore, mais bon, effectivement, ça reste pas mal. Et surtout, oui, ce qu'on retient, c'est, comme tu l'as dit, Lucas, en WRC, c'est à la fois la beauté du rallye, de pouvoir se faire aider. On l'avait déjà vu, notamment au Monte-Carlo en début de saison. Et puis d'autre part, effectivement, la robustesse, si on peut dire, de ces voitures qui fait que les pilotes vont bien, alors qu'ils sont quand même 3 à avoir vécu des sacrés shoots. Donc là encore, voilà, on est quand même très rassurés parce que ça reste la finalité quand même la plus importante. On a parlé de Sami Pajari qui gagne ce rallye, sa 2e victoire consécutive en rallye, comme Katsuta au début d'année d'ailleurs, ils avaient fait la même chose, et il revient à 30 points du leader du championnat qui est toujours Elvin Evans, et Evans effectivement il a eu cette réussite un peu, déjà le vendredi il passe à travers les gouttes littéralement, puisqu'Adrien Fourbeau a très bien commencé ce rallye, et puis une grosse averse est venue littéralement toucher ses espoirs, mais Evans il finit 3ème, il perd finalement peu de points sur Pajari, déjà sur la place au rallye, il perd peu de points sur Oliver Solberg qui finit 2, et en plus, il se permet de reprendre des points lors du Super Sunday où il finit 2ème derrière Solberg, et lors de la Power Stage où il fait le meilleur temps de la spéciale, donc dernière spéciale du rallye, 5 points pour le plus rapide, il fait le meilleur temps avec 2 centièmes d'avance sur Oliver Solberg. Si à la fin de l'année, Solberg perd le titre pour 1 point, oui. Il pourra savoir où il était. Bon. Après, cela dit, Solberg, pour moi, il a perdu des points bien ailleurs. Voilà, il en a perdu bien trop d'erreurs, ouais. Il a été beaucoup trop agressif cette saison, donc je pense qu'il les perd plus là que lors de ce week-end. Mais effectivement, si ça joue à 1 point. En tout cas, on voit que l'année dernière, Elfin Evans était très régulier et avait affaire à l'extraterrestre Sébastien Ogier devant lui. Et là, on voit qu'effectivement, il a toujours cette régularité. Ogier, effectivement, est un peu moins au rendez-vous étant donné les circonstances de cette saison. Et donc Elfin peut-être va toucher du doigt, en tout cas ce vers quoi il court depuis déjà longtemps. Après, il reste encore quelques rallyes à disputer bien évidemment. On va d'abord partir au Paraguay et au Chili pour continuer cette saison 2026 du WRC. Ce week-end, mon cher Mathieu, t'étais de sortie, donc voilà, on t'a fait prendre un petit peu l'air. Mathieu, il était donc... Oui, lieu de vacances, un sacré port de pêche. Il était effectivement à Manicourt, dans la Nièvre, pour ce week-end. Il y avait notamment, bien sûr, la Porsche Carrera Cup France que tu suis pour nous toute l'année.
Sacré port de pêche, surtout vendredi soir, visiblement, parce qu'il y avait de quoi faire. On a sorti les rames vendredi, Voilà. ouais, effectivement. Ouais, on a eu un météo de fou où il a plu absolument une drache, je me permettrai. Une expression belge. Voilà, incroyable. Pendant hier que le GT World roulait, tout simplement. Donc c'était assez terrible. Et oui, ça commençait à écoper dans le paddock. C'était vraiment un truc de fou. Oui, c'était plus du kayak que du GT3. Plutôt. C'était un peu cette idée-là. Mais justement, il y avait le GT World Challenge Europe qui a eu lieu ce week-end. 2 courses, comme d'habitude, lors des formats sprint, 2 courses d'1 heure. La première qui a été remportée par Jules Gaunon et Dani Juncadella dans la Mercedes du Verstappen Racing. Première fois qu'il s'impose au classement général avec cette voiture. Tout à fait. La deuxième course, c'était une victoire pour Lion Speed GP avec la numéro 80, la Porsche de Bastian Buss et de Ricardo Feller. Mais donc, Mathieu, tu as pu t'entretenir d'ailleurs avec Jules Gounon à la fin de cette victoire du samedi. Exactement. Enfin, serait-on tenté de dire. Je vais me permettre de vous lire ce qu'il m'a dit, en l'occurrence, parce que Jules Gounon était particulièrement soulagé du fait de s'emparer de cette victoire. Il nous disait donc: j'arrive d'une saison vraiment frustrante en DTM où rien ne va et où j'ai du mal à comprendre pourquoi je n'ai pas de rythme. Ça fait du bien de revenir dans un championnat aussi relevé que le GT World Challenge, refaire la pole après Misano et gagner la course avec un tel relais, ça me fait vraiment du bien, ça me permet de me remettre dans le droit chemin. Donc c'est vrai qu'on sent que malgré quand même la carrière et la saison assez faste de Jules Gounon dans les autres catégories, on a vu que voilà, ce travail avec Verstappen Racing notamment a payé. Dani Juncadella qui n'avait plus qu'à récolter ensuite les fruits du travail de Jules Gounon, qui avait pris une avance assez fantastique sur cette course en coucher de soleil d'ailleurs, qui était très belle à suivre. Donc vraiment très beau travail du pilote français au volant de cette Mercedes. Ouais, et puis effectivement, ça les rapproche aussi dans le championnat sprint, puisque la numéro 32 Team WRT de Charles Weerts et Kelvin van der Linde, champion en titre de cette catégorie, ils n'ont pas fait une super course le samedi. Et puis le dimanche, pole position de Kelvin van der Linde qui se fait disqualifié pour petit problème de turbo qui était qui envoyait un petit peu trop d'air visiblement. Ils partent en fond de grille, ils abandonnent au bout de 20 minutes et donc. Ouais, c'est un week-end compliqué. C'est un week-end compliqué et pourtant il s'est battu pour remonter le samedi malgré une course moyenne. Mais voilà, en tout cas, le championnat est quelque part un petit peu relancé et c'était tout à fait intéressant avec un public toujours au rendez-vous à Manicourt. 27 000 personnes, j'ai vu. C'est toujours sympa. Dimanche, et ouais, c'est vrai que ça aussi, on en a parlé avec Jules Gounon. Vous pouvez retrouver son interview, notamment en tout cas dans les pages que tu as écrites, Michael, où il était particulièrement ravi justement de pouvoir communier et partager ça avec le public français. Bon, mon cher Mathieu, il va être temps de nous opposer. On est un peu trop d'accord jusqu'à maintenant. Voilà, jusque-là on est un peu trop d'accord. Rassurez-vous, Lucas nous parlera MotoGP tout à l'heure, parce que je sais que le fan club est présent évidemment dans les commentaires. Une grande communauté. Une très très grande communauté belge, bien évidemment. Voilà, que voulez-vous, on fait ce qu'on peut. C'est extrêmement gentil d'être là quand même. On rigole, mais merci de nous suivre toutes les semaines, c'est vraiment très impressionnant et très gratifiant, merci beaucoup. Mais donc Mathieu, la question qu'on se pose de notre duel de la semaine, et répondez-y aussi dans les commentaires, c'est est-ce que tu es d'accord ou non avec les propos de Thierry Neuville, le champion du monde 2024, qui expliquait tout simplement que pour lui le rallye de Finlande était trop rapide désormais. Il faut savoir que ce week-end, ça a été le deuxième rallye le plus rapide de l'histoire du WRC, derrière le rallye de Finlande 2025, sachant qu'il a plu vendredi soir, donc ça a fait baisser la moyenne aussi. Est-ce que tu penses que Thierry Neuville a raison ou non ? Écoute, ma réponse sera non, parce que déjà je vais donner 2 arguments majeurs. D'une part, c'est du sport automobile, et l'objectif c'est quand même d'aller le plus vite possible. On voit notamment certaines controverses avec la Formule 1 cette année qui font que voilà, gérer c'est bien, mais en même temps effectivement il faut quand même aller vite, ça reste quand même l'essentiel. Alors attention, bien sûr la sécurité est majeure, mais je pense que ça n'est pas le seul rallye qui est vraiment dangereux à ce niveau-là, et surtout c'est pas forcément le plus dangereux, c'est pas la vitesse qui fait que c'est le plus dangereux. On peut prendre l'exemple du Monte-Carlo où il y a carrément de la neige, des cols à gravir par exemple. On a vu en Europe centrale le rallye dans lequel effectivement ils sont amenés à passer aux côtés de beaucoup d'arbres. On a vu notamment aussi Adrien Fourmeau qui a vu décrocher une de ses portières l'année dernière du côté du Japon, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que le rallye par essence, le WRC par essence, est dangereux, c'est un sport extrême, vraiment quasiment même plus, beaucoup plus que les circuits notamment. Donc je pense que là n'est pas le problème, mais par contre effectivement une réflexion doit être menée au-delà de la sécurité des voitures qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, sur le format peut-être du rallye de manière générale et du championnat en lui-même. 3 secondes restantes, c'est parfait, très très bien joué mon cher Mathieu. Moi, je vais dire que je suis quand même d'accord avec Thierry Neuville. Déjà parce que quand un champion du monde parle, on l'écoute en général, et c'est vrai qu'il a acquis la légitimité, on va dire, pour pouvoir mettre en perspective tout ça. Et qu'effectivement, on arrive peut-être à un point de bascule, mais qui est, pour moi, global et commun à l'ensemble des sports mécaniques. On a IndyCar qui a présenté sa nouvelle voiture, qui veut battre des records de piste, on a les F1 qui vont de plus en plus vite, les GT, enfin voilà. Tout va de plus en plus vite, sans que derrière, ce soit particulièrement adapté. Et on parlait de l'accident d'Ogier, l'accident d'Evans.
On a Arthur Pélamourgue aussi qui est très très violemment sorti de la route avec sa WRC2 et tout ça en fait me fait dire que oui, là on arrive à un moment où ces voitures sont de toute façon de plus en plus rapides, elles ont de plus en plus de facilité à passer sur des terrains qui sont pas simples. La Finlande, c'est quand même des lignes particulièrement rectilignes justement, pas mal de lignes droites et de passages en 5ème vitesse. Et là le problème c'est quand tu perds le contrôle, des fois tu peux même pas savoir pourquoi tu le perds et tu te retrouves catapulté dans les arbres, donc je trouve que c'est un poil trop rapide désormais. Bien. T'avais toi aussi un peu de marge visiblement, donc. Je préfère garder de la marge, contrairement à certains au Rallye Finlande qui ont été obligés d'attaquer comme des fous. Lucas, arbitre de cette. Mais je vois un Belge qui en défend un autre et un Français qui attaque un Belge Voilà. avec un cœur totalement objectif et neutre, une impartialité totale. Je dirais que j'étais plus convaincu par les arguments de Michael. Bien. Voilà. De toute façon, quand tu commences quand un champion du monde parle, on se tait. En général, de toute manière... Qui plus est, un champion du monde belge. Donc, J'ai compris que c'était mal parti. Voilà, de toute façon, on appelle ça un argument d'autorité, mesdames, messieurs. J'ai compris. Et puisqu'en plus, Lucas m'a dit que j'avais gagné le duel visiblement, eh bien je lui passe avec grand plaisir la parole, puisque ce week-end, c'est le retour du MotoGP, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où tu seras d'ailleurs ce week-end. Je serai effectivement à Silverstone cette semaine avec pas mal de chouettes interviews que vous pourrez trouver dans Auto-Hebdo prochainement. Effectivement, Lucas, puisque tu es notre spécialiste MotoGP, et justement, ce week-end, on arrive en Grande-Bretagne, deuxième moitié de saison qui débute, et un resserrement au championnat, parce que les dernières semaines pour Aprilia n'ont pas été des meilleures, Marc Marquez est revenu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne ? C'est intéressant parce que, comme tu le dis, les semaines n'ont pas été très bonnes pour Aprilia récemment, et le Silverstone, c'est un terrain qui convient très bien à l'Aprilia. On l'a vu récemment, avec notamment la victoire d'Aleix Espargaro en 2023, celle de Marco Bezzecchi en 2025. C'est un terrain qui convient bien à Aprilia. Après, ça vaut aussi le coup de se demander si cette année Aprilia a vraiment développé une machine pour gagner sur certains circuits qui lui conviennent bien historiquement, ou si la RSGP est désormais adaptée à presque tous les circuits du championnat. On l'a déjà vu en Catalogne sur un circuit qui convenait vraiment historiquement à l'Aprilia, que c'était pas la machine de référence. Et donc, ce sera intéressant de voir si à Silverstone c'est le cas. On a Marc Marquez aussi, qui revient à Silverstone fort de 3 victoires en 4 Grands Prix. Pour moi, ce sera un circuit qui sera plus difficile par rapport à son style de pilotage et plutôt sa forme physique, mais il faut aussi voir si il sera capable de revenir à 100% de sa forme physiquement et s'il sera capable de se battre, si pas pour la victoire, au moins pour le podium, parce qu'on le rappelle, le championnat est très serré à l'approche de cette deuxième partie de saison, 5 pilotes en 24 points, donc la lutte est plutôt assez ouverte. Oui, et puis en plus, Marquez, effectivement, il a eu 3 semaines du coup pour se remettre encore plus de ses blessures. Donc lui, comme il lui dit toujours, plus il roule et plus il se remet, évidemment, mieux il est. Et là, Silverstone est sur un circuit très, très physique. Donc forcément, ça peut être compliqué. Tu parlais de la victoire de Marco Bezzecchi l'an dernier. Au détriment de... Ça devait être celle de Fabio. Ça devait être celle de Fabio. Je pense que pour Fabio, ce sera plus compliqué cette semaine. Ça risque d'être plus dur quand même cette année pour Fabio Quartararo. Ça risque d'être beaucoup plus dur. L'an dernier, il avait signé la pole, en mettant notamment 3 dixièmes dans la vue d'Alex Marquez, donc c'était une pole exceptionnelle comme il savait en signer l'an dernier. Cette année, malheureusement, la Yamaha 2026 est presque encore plus lente que celle de 2025, donc ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la firme Medi Wata, et donc Quartararo, je pense que s'il peut lutter pour un beau top 10, il sera déjà content, satisfait en tout cas. Oui, c'est ça. Il avait quand même bien conclu le Grand Prix d'Allemagne avec des points en sprint et en course. Il y avait une nouvelle base de réglage qu'ils avaient trouvée qui lui convenait plutôt bien, donc à voir s'ils peuvent capitaliser aussi sur les enseignements qu'ils ont tirés du Sachsenring. Mais je te laisse la parole, Mathieu. Justement, ce que disait Fabio après le Sachsenring, c'est en tout cas ce qu'il t'avait dit, vu que tu y étais aussi, mais c'était vraiment le fait qu'il n'avait pas appris grand-chose. Et c'était ça, en fait, sa problématique, c'est qu'avec Yamaha, il avait du mal à apprendre. Mais effectivement, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait raison au niveau des réglages. Et ça lui donnait plutôt confiance, même si, évidemment, il était le premier à être assez pessimiste sur ce que ça allait donner après. De toute façon, je pense que globalement, il faut s'attendre à rien de toute façon, après une bonne performance de Yamaha. C'est-à-dire que, ok, ils ont bien performé en Allemagne, la moto était ok, plutôt, elle répondait bien aux caractéristiques du tracé. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est ça, c'est pas du tout la même chose, et donc voilà, Silverstone, vaut mieux ne pas partir avec trop d'attentes. Voilà, faut dire, on n'imagine rien, et puis on pourra être qu'agréablement surpris, ou alors ne rien attendre, être déçu quand même, ce qui arrive évidemment. Parfois aussi, on rappelle qu'il sera chez Honda l'an prochain, Fabio Quartararo, mais on vous fera une émission complète pour savoir où on en est dans ce mercato MotoGP qui est parti dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais qui part dans tous les sens qu'on vous avait annoncé il y a quelques mois, donc c'est déjà pas mal. Et après, bon, j'ai lu ça et là, des idiots, excusez-moi, on peut dire ça, des idiots qui disaient par exemple, je vous garantis que Jorge Martin sera encore chez Aprilia l'an prochain. Évidemment, ça a été très vite balayé d'un revers de la main. C'était moi. C'était moi. Vous pouvez... Bravo, Michael. On a les bandeaux. Mais bon, ça va, ça arrive. Voilà, on peut se tromper.
Et je dis, en tout cas, voilà, on a pu éclaircir tout ça. Et en plus, vous avez fait un beau point avec Cyprien il y a quelques semaines de ça, Exact. justement dans cette émission, pour comprendre un petit peu où ça va. Donc si vous voulez un petit récap, évidemment, c'est en ligne. Exactement, et on en aura encore pas mal qui resteront d'ici la fin de l'année, encore pas mal de guidons qui doivent se décider, mais on verra donc ce que ça donnera ce week-end du côté de Silverstone, ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On vous rappelle évidemment que vous pouvez consulter Auto Hebdo dès 20h ce soir en version numérique, et mercredi en kiosque bien sûr. Attention, c'est le moment où on vous le dit, c'est important. Il n'y aura pas de magazine la semaine prochaine, c'est notre traditionnelle semaine du 15 août où eh bien, on vous laisse profiter un petit peu de la quiétude de cette mi-août, et donc on reviendra dans 2 semaines avec un nouveau magazine, avec évidemment tout ce que vous aurez loupé d'ici là. Et des belles surprises. Et des belles surprises Parce en que pendant ce temps-là, nous on continue. D'excellentes surprises. surprises. Oui, parce que à faire des belles choses. autohebdo.fr et la chaîne YouTube ont continué quand même. C'est Il n'y a ça. pas de trêve estivale comme on vous l'a dit, donc ça va se poursuivre. Et donc voilà, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de magazine la semaine prochaine, c'est tout à fait normal. Tout est sous contrôle, ne vous en faites pas, on reviendra dans 2 semaines. Mais profitez déjà de ce magazine de cette semaine avec un grand dossier notamment sur le vélo et le rapport qu'ont les sports mécaniques au vélo, que ce soit la Formule 1 ou le MotoGP notamment, où le cyclisme est un sport de prédilection pour l'entraînement. Donc voilà, vous pourrez aller lire tout ça dès ce soir. Merci Mathieu, merci Lucas. Merci à vous. Merci à toi, Michael. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.